arrobase en majuscule. Bonjour, monsieur le député. Peut-être, alors micro rouge, si la régie veut bien nous libérer. Vous êtes ancien maire, c'est intéressant à savoir, de celui de Saint-Symphorien-sur-Coise. C'était entre 2014 et 2017. Peut-être déjà juste une petite réaction à cette mise en bouche de Jean-Luc de Boissieu. Alors bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur ce sujet de la cybersécurité pour les collectivités territoriales. Alors, je ne suis pas un expert en tant que tel de la cyber, mais effectivement, je travaille un peu à ce sujet-là, notamment sur les questions de défense nationale. Alors, je ne suis pas dans les assurances en tant que tel, mais je travaille d'une certaine manière pour l'assurance vie de la nation, l'ultima ratio, les capacités dont la nation peut disposer quand tout est désorganisé. Ce qui veut dire qu'on envisage des cas au niveau national où l'ensemble des structures, des collectivités, des opérateurs d'importance vitale, voire même des forces de sécurité intérieure, voire même de certains services critiques de l'État, pourraient être potentiellement désorganisés. On a tous en tête le cas de conflits majeurs. Vous savez qu'après une phase d'une vingtaine d'années d'accalmie depuis la fin de la guerre froide, les menaces majeures peuvent revenir, mais aujourd'hui on a également d'autres scénarios en tête, notamment le risque cyber, le risque d'atteindre de certains de nos réseaux critiques, notamment l'énergie. S'il n'y a plus d'électricité, plus rien ne fonctionne, par définition pas la cyber, puisque les équipements numériques ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc voilà, c'était un peu sur la boutade de dire que si vraiment tout est à plat, l'ultima ratio, la dernière potion qu'on peut avoir, ce sont les armées qui peuvent intervenir normalement en tout temps, en tout lieu, en étant relativement autonomes. Alors, il a été abordé la question des rançons. Je dois vous avouer que j'ai découvert le rapport de ma collègue députée quand je vous ai entendu parler ou quand tout à l'heure vous m'en avez parlé. Mais voilà, j'ai déjà un peu réfléchi à ce sujet-là. Alors, de mon côté, plus sur les rançons quand on prend des otages sur les théâtres d'opération. Et je peux vous dire que ce soit sur le risque cyber, donc par rapport au ransomware ou par rapport aux prises d'otages, il me semble que la parole de l'État est claire, c'est on ne paye pas de rançon. Puisqu'on se rend bien compte que si un doute pouvait exister de la part des attaquants sur le paiement des rançons, ça augmenterait, ça rendrait le business plus juteux d'une certaine manière et ça augmenterait ce business. D'ailleurs, les Américains ont pris là encore des positions assez claires, ce qui fait que les pirates informatiques réorientent leurs flux sur l'Europe. Puisque vous savez, le phénomène des rançons, c'est de la pêche au gros chalut d'une certaine manière. C'est que vous êtes un pirate, vous allez attaquer des dizaines de milliers d'adresses IP, et puis dès qu'il y a une porte ouverte, vous rentrez. Que ce soit une entreprise, une collectivité, un hôpital. C'est d'ailleurs pour ça que des hôpitaux ont été attaqués, parce que les hôpitaux, j'allais dire, structurellement, sont pas hyper habitués à se protéger. Les portes sont ouvertes, les services d'urgence, le principe de l'hôpital, c'est vous rentrez, on vous soigne. Et donc ces hôpitaux qui n'avaient pas la culture de sécurité, on va dire, pour l'accès physique, parfois ne l'ont pas forcément eu pour l'accès numérique. Et quand vous êtes un pirate à l'autre bout du monde, que vous scannez des dizaines de milliers d'adresses IP en orientant le flux vers telle ou telle zone du monde, parce que vous savez qu'il y a une sensibilité plus forte de payer des rançons à tel ou tel endroit, vous tombez sur une adresse IP d'un hôpital, peu importe, vous continuez. Et le principe de base, c'est que vous allez crypter l'ensemble des données critiques de l'organisation et lui afficher un beau petit message. Si vous voulez retrouver vos données, merci d'envoyer des bitcoins ou de payer à tel endroit. Alors, donc voilà, donc la parole de l'État, me semble-t-il, là-dessus est très claire, et notamment Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, le dit en permanence, ne payez pas de rançon, et j'ai en tête notamment les centres hospitaliers qui se sont fait attaquer récemment, ils ont tous été accompagnés par l'État et aucun n'a payé de rançon. Et d'ailleurs, je me demande quelle serait la tête du trésorier qui mandaterait un mandat en bitcoin, je pense qu'il ne sait pas faire, mais autre. Enfin, je ne suis pas sûr que ça passerait au niveau de la trésorerie. Alors, est-ce qu'il faut clarifier encore plus la doctrine? Sans doute. Moi, dans ma vision assez décentralisatrice, j'allais dire, je me rappelle toujours de la libre administration des collectivités, et il me semble que, avant même de regarder par l'État, et l'État, bien entendu, prend toujours ses responsabilités en dernier ressort quand c'est fait, j'ai envie de dire aux associations de collectivités, déjà, débrouillez-vous par vous-même. Vous avez la libre administration, prenez une position extrêmement ferme sur le sujet,
Et j'ai presque aussi envie de dire, on est là pour débattre de manière un peu... on se renvoie la balle, hein, d'une certaine manière. Même les assureurs, vous avez des fédérations, prenez des positions entre vous extrêmement fermes à ce sujet-là, et le signal envoyé sera déjà extrêmement important. S'il faut que l'État, par la voie législative ou réglementaire, interdise formellement le paiement de rançon, pour ma part, je ne suis pas opposé, j'y suis même favorable, mais je trouve que sur le principe, cela doit toujours se faire en dernier ressort pour ne pas déresponsabiliser les acteurs locaux qui doivent eux-mêmes avoir cette conscience et sont en capacité eux-mêmes de s'organiser pour afficher une telle doctrine de fermeté. Il y a des demandes de rançon qui parfois, payer ces rançons ne débouchent pas d'ailleurs sur la libération ou la restitution des données, on peut le signaler malheureusement. Je le dis de façon triviale, est-ce qu'aujourd'hui les collectivités locales sont mal, ou bien il y a quand même des raisons d'espérer aussi parce que les consultants en sécurité informatique, l'innovation dans ce domaine-là vont venir suppléer et aider les acteurs locaux? Est-ce que les collectivités sont mal protégées ou pas? C'est ça la question. Alors, je pense que... Alors, si je prends mon expérience effectivement, j'ai été une quinzaine d'années élu local. Quand j'ai été élu maire, effectivement, alors je dirigeais une entreprise informatique précédemment. C'est vrai que quand je suis arrivé et que j'ai vu l'état en matière de cybersécurité de la mairie, Wi-Fi ouvert, sauvegarde accessible à tous les collaborateurs, mots de passe très, très triviaux, avec parfois le nom de la commune ou autre, c'est sûr que je pense qu'on part de loin dans les collectivités, mais il me semble qu'il y a une prise de conscience. Les collectivités ont progressivement pris en compte que plus on utilisait le numérique, plus on augmentait la surface de vulnérabilité, et les quelques cas de piratage qu'il y a pu avoir, finalement, c'est le meilleur argument de prise de conscience. C'est qu'entre maires, quand vous discutez, qu'un autre vous dit « Oh là là, j'ai été piraté, mes services ont été à genoux pendant 15 jours, ça nous a foutu un bazar pas possible », c'est là où la prise de conscience arrive. Après, globalement, en matière numérique, on ne réinvente pas les nouvelles doctrines du banditisme ou de la guerre. C'est toujours pareil. Sur le numérique, on retrouve ce qu'on retrouve depuis des milliers d'années, c'est-à-dire la course entre l'épée et la cuirasse. À chaque fois, j'allais dire, les voleurs ont un coup d'avance, ont un épée, ont un moyen d'attaquer plus important. Et ensuite, celui qui est en face, le gentil, il essaie d'augmenter la taille de ses armures. Et donc là, on est plutôt dans la phase, j'ai l'impression, où face à la recrudescence des attaques, il y a eu une prise de conscience nationale déjà depuis une bonne dizaine d'années avec le développement des moyens notamment dédiés à la cybersécurité, et que petit à petit, l'ensemble des acteurs locaux, collectivités, entreprises, sont en train de s'adapter pour faire face à la menace. Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'une attaque, et sont-elles en nombre croissant, sans demande de rançon? Sur les attaques, j'allais dire, il y a différents types d'attaques. Alors, je ne parle pas des attaques d'État à État, puisque ce qu'il faut comprendre, entre guillemets, moi, c'est que le numérique était un espace de liberté quand il a été pensé, en tout cas. Au début, l'Internet est un usage militaire, mais rapidement, l'Internet a été repris en main par des chercheurs, par tout un écosystème, et on peut dire que l'Internet était un espace de liberté. Mais petit à petit, l'Internet devient un espace de conflictualité. Et c'est le cas pour l'ensemble des espaces. Malheureusement, l'homme est ainsi fait que quand il découvre un nouvel espace, au début, c'est super. Quand on a commencé à faire naviguer des bateaux, c'était super. Peu de temps après, il y a eu la marine de guerre. Quand on a commencé à voler, c'était super. À l'époque de Saint-Exupéry, on découvrait des nouvelles choses, on a développé des nouveaux usages. Rapidement, les espaces aériens sont devenus un espace de conflictualité. Il restait, il y a une vingtaine d'années, deux grands espaces de liberté. Quand on regarde, peut-être qu'on en découvrira d'autres. Il y avait le cyberespace, qui était plutôt un espace où les idées circulaient, et c'était pas trop un espace où il y avait des enjeux de pouvoir trop importants, et l'espace exoatmosphérique. Il y avait un traité de l'espace des années 70 qui disait quand on est dans l'espace exoatmosphérique, on ne se fait pas la guerre. Ce qu'on remarque depuis 10-15 ans, c'est que ces deux grands espaces de liberté sont en train de devenir des espaces de conflictualité. Et donc là, on parle de... alors, les collectivités ne sont pas encore intéressées par le cyberespace, par l'espace exoatmosphérique, je veux dire, il n'y a pas encore de services publics qui sont fournis là-haut, peut-être qu'un jour ça viendra. Restons sur le cyberespace, et vous parliez de type de menace.
ce que je voulais dire, c'est que je ne parlerai pas ici des menaces interétatiques ou liées au terrorisme, qui sont les menaces, on va dire, qu'on appelle du haut du spectre, mais auxquelles sont confrontés les États. Aujourd'hui, même entre alliés, en permanence, on va tester la ligne de défense de l'autre, on essaie de lui dérober des données ou autres, et il y a quelques affaires qui ont fuité, qui sont vraiment la couche immergée de l'iceberg. Concernant les collectivités, je pense que, j'allais dire, il y a deux types de menaces, principalement. Il y a le pirate, entre guillemets, qui veut passer un message politique ou s'amuser et qui va défigurer un site internet pour afficher quelque chose sur le site internet de la mairie, par exemple, pour passer un message et montrer qui sait faire. Et puis je pense qu'il y a la menace davantage crapuleuse qui est de dire comment je peux gagner de l'argent avec une collectivité qui est mal protégée. Et dans ce cas-là, on est dans du ransomware, on va lui crypter ses données, on lui demande de payer une rançon. Est-ce qu'une des deux menaces, en observation, je ne sais pas s'il y a un observatoire qui centralise tout cela de façon officielle, est-ce que ces deux types de menaces ont une portée croissante l'une l'autre? Est-ce que faut faire un commun effort pour prévenir ces deux types d'attaques? Je pense que c'est plutôt le ransomware qui a le vent en poupe, parce que c'est là où il y a de l'argent à se faire. Et donc, ce qu'on observe ces dernières années, c'est une industrialisation des attaquants. C'est-à-dire qu'au début, vous aviez un cyberactiviste ou un barbu qui était à l'autre bout du monde, ou même en France, parce que vous savez, vous pouvez mener une attaque en France et par proxy interposé faire croire que vous êtes en Éthiopie ou en Palestine pour pas qu'on remonte à vous. Mais au début, c'était davantage des actes isolés, sauf pour la menace interétatique où depuis un certain temps, les États ont mis en place des armées de cyberattaquants pour avoir une organisation collective pour porter des effets. Mais concernant les attaques pour les acteurs locaux, c'était plutôt des actes individuels. Et ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que comme le marché est juteux, les cyberattaquants sont en train de s'organiser et industrialisent d'une certaine manière les cyberattaques en devenant des véritables PME de la cyberattaque. Je vais proposer peut-être à Vanessa, si elle a déjà de premiers retours. On peut également demander à notre auditoire, peut-être si quelqu'un veut s'avancer et prendre le micro qui est juste là à l'entrée. Luc Brunet, architecte de cette journée. Merci Luc. Jean-Luc de Boissieu, peut-être une réaction, une question vis-à-vis de ce premier propos? Non, ce que moi j'apprécie beaucoup, si vous voulez, la hauteur de vue de M. Gassilou. Il y a une chose qu'il faut voir, qui est aussi un danger pour nous assureurs, c'est que pour un maire qui est victime d'une cyberattaque, bon, il a d'abord tous les systèmes d'information à remettre en route, parce que sinon les services ne sont pas contents, les administrés ne sont pas contents, ça cause un gros problème. Regardez Bondy, etc. Bon. Il a aussi un autre problème, c'est qu'il a un problème politique. C'est que je pense que c'est pas facile pour un maire d'aller devant son conseil municipal en disant voilà, il y a une cyberattaque, tout est bloqué, on n'en sort pas, c'est la pagaille, etc. Et peut-être une des raisons qui pourrait justifier l'intérêt pour une collectivité de s'assurer contre les cyberattaques, c'est que le maire, s'il y a une cyberattaque, le maire, il peut très bien dire à son conseil « Vous inquiétez pas, je suis assuré ». Le TPG, dont vous parliez, le TPG ou le comptable, est-ce qu'un comptable accepterait d'ordonnancer le paiement du rançon? Peut-être pas, encore qu'il n'y a rien. J'ai regardé les textes, il n'y a rien qui s'y opposerait, sinon la moralité publique. Mais par contre, un TPG, il ne s'opposera jamais à l'inscription d'une prime d'assurance au budget de la collectivité. Et une fois que le maire a souscrit son contrat d'assurance, ben écoutez, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que l'assureur se débrouille. S'il faut payer une rançon, ben qu'il paye la rançon. Si on peut éviter de payer la rançon, qu'il se débrouillera. L'assurance, ça permet, si je puis dire, de défausser le maire de ses responsabilités politiques et juridiques sur l'assureur. Est-ce que c'est pas ça aussi que l'assureur vend quand il assure des collectivités locales contre le risque de cyberattaque? Question. Est-ce que je peux vous répondre? Parce que je ne connais pas du tout la question des assurances. Mais il me semble que... Alors, encore une fois, l'État prendra ses responsabilités si nécessaire, et j'ai bien entendu votre message.
Mais il me semble qu'il y a quand même enfin je ne connais pas, mais il y a une certaine déontologie aussi de l'assureur qui fait que l'assureur ne peut pas non plus assurer une personne physique ou morale contre tous les risques. Imaginons si on prend la rançon en disant, moi en tant qu'individu, je vais souvent en Afrique et j'aimerais souscrire une assurance pour qu'on paye ma rançon si je suis capturé par des terroristes. Ben, j'espère que la déontologie des assureurs s'y opposerait. Ou si je paye une assurance en disant, si un jour j'ai pas de don d'organes, je veux que l'assureur soit capable de payer très cher pour m'acheter un organe pour me transplanter. J'espère que la déontologie des assureurs l'interdira. C'est pour ça que je pense qu'à l'intérieur des assureurs français, vous pourriez peut-être échanger pour aborder ce point de doctrine et préciser la déontologie sans passer forcément par une décision nationale. Sachant qu'encore une fois, j'ai bien noté votre point et je vais solliciter le gouvernement à ce sujet-là pour voir s'il faut une décision du gouvernement. Je ne veux pas monopoliser la parole. Et donc si... Il y a un micro en main, effectivement. Mais finissez votre idée. Il y a bien des domaines de l'assurance où l'assurance est utilisée par l'assuré, non seulement pour indemniser des pertes, mais aussi pour faire, si je peux dire, un sale boulot que l'assuré ne veut pas faire. Je vais vous prendre un exemple, puisqu'on est des collectivités locales. L'assureur de collectivité locale qu'est la SMAC, nous assurons du risque statutaire, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, le risque, enfin la charge que les communes supportent du fait de l'absence des agents territoriaux pendant 3 mois, renouvelables une fois, etc. C'est une charge financière. Mais nous, on constate que bien souvent, les collectivités qui s'assurent auprès de nous, elles le font pas tellement pour compenser la charge, mais que pour reporter sur la SMAC une gestion de personnel, une surveillance des absences, que les collectivités ne savent pas faire ou ne veulent pas. Si vous voulez, c'est un transfert, pas d'argent, mais c'est un transfert de charges de gestion administrative. Et je pense que, en ce qui concerne la cyberassurance, les rançons, je peux me tromper, hein, mais c'est une protection, bien sûr, pour protéger les deniers publics, mais c'est aussi une protection que le maire se donne pour ne pas se poser de questions de déontologie ou de politique ou de justification vis-à-vis de ses électeurs. Je suis assuré, que l'assureur se démerde. Il me semble que ça entre aussi en ligne de compte. Voilà. Monsieur le député, on profite de votre présence pendant encore une dizaine de minutes, comme convenu. Monsieur le cadre territorial de Pantin. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à tous. Quelques réactions en contrepoint de vos propos, messieurs. Peut-être la première sur la qualification des cyberattaques. Il y en a qui sont à vocation ludique. Je veux dire par là qu'il y a des petits génies de l'informatique qui s'amusent à, pardonnez-moi le mot, mais emmerder le monde, et qui viennent du coup, à un moment donné, perturber nos systèmes d'information. Et en tout état de cause, et j'y reviendrai tout à l'heure, l'attaque que nous avons, nous, subie est pour l'instant sans raison apparente. Et je suis bien en peine de vous la dire. La deuxième réaction, monsieur de Boissieu, je partage tout à fait ce que vous dites sur le risque d'une politisation, effectivement, de la cyberattaque, sur le fondement d'une absence de sécurité des systèmes d'information d'une collectivité. Pour autant, le système assurantiel, s'il était mis en place, ne règle pas au fond le problème. Vous évoquiez le problème de Bondy. Si Bondy est assuré, ce que je souhaite à cette commune voisine de Pantin, je ne suis pas certain que le versement d'une indemnité couvre les emmerdements subis depuis maintenant plusieurs mois. Et au fond, le problème reste entier, même si effectivement, pécuniairement, il pourra se retrouver un peu conforté dans une ville qui, par ailleurs, n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, dernière réaction, la question de la cyberattaque, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, et je partage ce que vous dites, monsieur Gassillou, c'est avant tout une question d'anticipation et de sensibilité au risque. Et effectivement, quelque chose de vertueux, si je puis me permettre, à ces cyberattaques, est de mesurer aujourd'hui combien ce risque existe et combien il est important de s'en prévenir. Et à quelque chose, malheur peut être bon. En tout cas, j'espère que ce colloque participera de cette réflexion collective, mais on est dans un chemin qui est sans doute un peu plus vertueux qu'il ne l'était il y a encore quelques années. Vous partagerez votre expérience dans cette première table ronde, je l'annonce. Peut-être une réaction au propos de notre acteur local ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Des fois, il y a les petits attaquants du coin vont effectivement s'amuser et d'une certaine manière, ça participe au test de la cybersécurité des collectivités à peu de frais, si j'avais envie de regarder les choses de manière un peu cynique. Vous remettez une sauvegarde du site et c'est reparti. Juste pour terminer sur les rançons, à vous entendre tous les deux, il y a une réflexion qui me vient, c'est que moi je ne nie pas que face à une attaque,
l'organisation concernée, que ce soit une collectivité ou une mairie, un hôpital, ait intérêt à payer la rançon. Parce qu'elle évalue le coût, ce que ça lui coûte de recouvrer ces données. Et elle se dit, allez, je préfère payer mon million d'euros, parce que moi, je suis un hôpital et ça me coûte 3 millions d'euros par jour. Donc je ne nie pas l'intérêt individuel de l'organisation pour le faire. Et des entreprises, à la limite, si des entreprises ont envie de le faire, pourquoi pas, j'allais dire. Enfin, moi qui suis un ancien chef d'entreprise, je ne me vois pas forcément l'interdire. Et encore, par contre, s'il y a un intérêt individuel de le faire, l'ensemble du système est perdant. L'ensemble des collectivités, l'ensemble des assureurs, vous n'arriverez jamais à suivre la recrudescence que ça va engendrer. Parce que une fois que les cyberattaquants, sur lesquels on a très peu d'emprise, parce qu'ils sont à l'autre bout du monde où ils savent se masquer derrière des systèmes complexes, auront compris que la France a un Eldorado pour payer des rançons, parce que soit il y a des collectivités qui payent, soit les assureurs attaquent, vous aurez une recrudescence. Et donc derrière un acte qui pourrait être individuellement pertinent, l'ensemble de l'écosystème sera perdant. C'est pour ça que moi j'appelle vraiment les collectivités entre elles et les assureurs à faire ce travail pour dire, écoutez, je sais que ça va être dur pour ceux qui sont attaqués, mais on doit être solidaires, sinon ça va devenir l'Eldorado du crime ici. Et je partage votre avis, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, l'État devra prendre ses responsabilités. Mais en tout cas, moi, ma philosophie, c'est plutôt que les acteurs locaux devraient être eux-mêmes capables de ce raisonnement et de cette action. Monsieur le député, vous avez compris que nous, à la SMAC, on a notre doctrine. Il faudra que le gouvernement nous viole pour nous faire changer de position. Les pirates ont-ils cette morale de libérer et de rendre les données quand ils reçoivent une rançon ? Moi, je pense qu'il faut partir du principe que les pirates n'ont aucune morale. En face, ils ont des adresses IP, ils n'ont aucune morale pour dire c'est un hôpital, voilà. Et le paiement des rançons, c'est pas par morale, c'est plus pour dire si je veux rançonner d'autres personnes et que d'autres payent, je dois de temps en temps ou tout le temps libérer les données. Mais c'est purement par un raisonnement purement économique et pas du tout sur le plan de la morale. Bonjour monsieur. Pour l'instant, 2-0 pour la salle versus nos internautes qui se stimulent. Bonjour monsieur. Bonjour, Cyril Bras, vice-président de l'INCRT. Moi j'ai une question sur l'évolution de la perception des métiers de la SSI dans les collectivités. Et à l'instar de ce qui a été fait pour les DPO, où il y a un cadre réglementaire qui indique quelle est sa fonction, quelles sont ses missions, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer le même cadre pour les responsables de sécurité des systèmes d'information, et notamment leur donner accès aux dirigeants de la collectivité et aux élus? Parce que malheureusement, en l'état actuel des choses, c'est très rare que le RSSI puisse évoquer les problèmes de sécurité de sa collectivité auprès des élus ou auprès des directeurs généraux. Merci. Alors là, vous me posez de colle, parce que je ne sais même pas ce que c'est un BPO. Le délégué à la protection des données, pardon. RSSI, je ne sais pas si tout le monde... Donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Enfin, je ne sais pas vous répondre sur ces questions statutaires. Moi, je vous répondrai côté élu. Je pense que quand il y a une prise de conscience côté élu, soit du responsable de la collectivité, maire, président, ou soit au travers d'un conseil municipal délégué ou un élu en charge de la cybersécurité, ensuite les choses avancent indépendamment des règles qu'on peut fixer. Voilà. Donc moi, je suis plutôt partisan de la prise de conscience plutôt que de la normalisation, on va dire. Voilà. Mais c'est plutôt le retour d'expérience d'un élu plutôt rural d'une collectivité. Et je pense que dans les grandes collectivités, les choses sont peut-être un peu différentes et qu'il faut davantage normer. Voilà. Donc je vous répondrai que s'il y a la prise de conscience des élus, le reste suit. Mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu correctement à votre question. Voilà. Peut-être l'ancien chef d'entreprise, ancien maire, actuel parlementaire, quel conseil philosophique ou purement technique, puisque vous êtes assez à l'aise avec ces questions de gestion de données ou gestion de réseau, donnerez-vous à nos auditeurs et spectateurs du jour ? Des conseils, je pense qu'il y en a plein. Déjà, cette prise de conscience, on va avoir sur la cyber. Ensuite, d'intégrer la cybersécurité, comme on dit, by design. C'est-à-dire que quand on conçoit un système d'information, la cybersécurité ne vient pas après quand c'est mis en route. C'est dès la mise en route du système d'information. Il faut concevoir la cybersécurité, un peu comme quand on construit un bâtiment public. Dès le début, on prévoit la porte avec le verrou. On ne dit pas on construit le bâtiment avec les portes ouvertes. Et puis, ah oui, peut-être qu'on va se faire attaquer, on va rajouter le verrou par la suite.
Et dernier conseil, qui est celui de l'ANSSI de manière générale, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a en charge la sécurisation des systèmes critiques de l'État et également l'accompagnement des acteurs locaux. C'est dans un projet de système d'information, c'est de réserver environ 10% du budget à la cybersécurisation de ce système. Qu'est-ce que vous rapporterez comme information de ces premiers échanges à votre collègue Madame Faure? Eh bien, déjà, je dirais que j'ai découvert son rapport grâce au président de la SMAC, et c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que cette communication interne au Parlement? Madame Faure, pour précision, elle est responsable du groupe Assurance de l'Assemblée nationale. Et en plus, je plaide doublement coupable, puisque c'est une députée qui a quelques dizaines de kilomètres. C'est une députée de la Loire. Moi, je suis député du Rhône, et on est voisins, on va dire, en circonscription, donc je la connais bien par ailleurs. Moi, vraiment, ce que je retiens de la discussion, c'est que c'est très bien, en tout cas, que vous ayez ce thème de colloque, et je remercie de la SMAC de prendre le taureau par les cornes. Et moi, je repars avec une interrogation sur quel est le rôle de l'État, des assureurs, des collectivités, quand on est face à des sujets où il y a des intérêts individuels, mais que si tout le monde fait ça, ça ne porte pas forcément un intérêt collectif. Voilà. On avait vu avec votre attaché parlementaire, il y a 3 petites choses que je vous avais demandé de préparer. Quelles recommandations de lecture, un site, un document, un rapport, vous proposez à notre panel ici? Eh ben, il y a L'art de la guerre de Sun Tzu, parce qu'on n'apprend rien de nouveau en cybersécurité. C'est vraiment, on reprend les techniques classiques de la guerre, le cheval de Troie, les choses comme ça. Ou sinon, de manière plus rationnelle, il y a l'ANSSI qui a sorti un doc sur la cybersécurité pour les collectivités. Je pense qu'il fait une dizaine de pages, qui est très bien illustré. Et donc, je pense que chacun peut prendre une demi-heure pour le lire. L'idée fausse que vous combattez de colloques en réunion? L'idée fausse, je dirais, la cybersécurité n'est pas qu'une affaire d'experts, un peu comme pour la défense nationale. La défense est l'affaire de tous. Et ben, la cybersécurité, c'est pareil. La faille vient souvent du petit gars auquel on n'a pas pensé, qui a mis un mot de passe, trop simple, ou qui a cliqué sur le mail avec l'image séduisante qui s'avère être un cheval de Troie. Et donc, il y a les experts, c'est bien, mais la cybersécurité, c'est surtout la capacité de faire monter tout le monde à niveau, y compris le maillon le plus faible. Et enfin, qui suivre sur les réseaux sociaux, qui a une bonne actualité, qui a un bon regard, peut-être disruptif, mais en tout cas intéressant sur ces questions de cybersécurité? Pour moi, j'ai déjà cité son nom plusieurs fois, la personne référente pour moi en France, c'est Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, qui est vraiment la personne sur qui repose l'éminence grise, j'allais dire, de la cybersécurité en France, et c'est lui qui a cette responsabilité. On va vous remercier tous ensemble en vous applaudissant. Monsieur de Boissieu, si vous voulez rester là, avec plaisir, on va accueillir dans quelques instants des acteurs de terrain qui ont été victimes d'une attaque. Je dis juste un petit mot, j'ai amené quelques productions parlementaires, les fameux rapports que tout le monde ne lit pas, si ça vous intéresse. Bien sûr. C'est le dernier, je voulais apporter sur le nucléaire de demain. Ça, je me dis, il y a peut-être quelques personnes qui vont être intéressées sur la question du nucléaire, mais ça n'a rien à voir. Et un autre que j'ai écrit avec un collègue également, sur gagner la guerre numérique, nouvel enjeu de souveraineté, qui concerne plus la cybersécurité dans la défense nationale au sens large, mais qui a des choses qui peuvent être éventuellement intéressantes pour les collectivités. Vanessa va prendre ces documents et les emporter à l'entrée pour consultation ou pour distribution. Venez, Vanessa, si vous voulez bien. Merci à vous. Merci encore. À bientôt. Je vais accueillir pour cette première